cette Open Dame Bar exceptionnelle. Nous sommes ici au Comité national olympique et sportif français. C'est un lieu hautement symbolique qui porte les valeurs de l'olympisme en France. Et une autre particularité, c'est que nous sommes à 43 jours d'un événement planétaire que sont les Jeux olympiques. Et cet événement est d'autant plus spécial qui se tient dans cette période à proximité des Jeux olympiques. Alors nous avons rassemblé un panel extraordinaire que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais avant cela, je tiens à remercier le groupe Pasteur Mutualité, qui est un mécène de l'Institut du Cerveau et qui nous soutient ce soir. Leur engagement envers la promotion de l'activité physique est remarquable. Et je salue en particulier quelques-uns de leurs représentants présents parmi nous ce soir. Et je salue particulièrement aussi la Mutuelle des médecins, qui est un mécène aussi engagé auprès de l'Institut du Cerveau. Alors, cher public, nous allons ce soir aborder une thématique qui est chère à un certain nombre de scientifiques de l'Institut du Cerveau. Mais avant de rentrer dans cette thématique, je voudrais vous demander si vous en êtes d'accord de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux. Cela nous permettra de garantir une qualité aussi dans nos échanges. Je vous remercie de votre compréhension. Alors, le thème du jour est celui que vous avez affiché ici sur l'écran, ce que le sportif apporte aux neurosciences. Nous savons que les sportifs, et plus particulièrement les sportifs de haut niveau, avec leur discipline et leur expérience unique, offrent une perspective précieuse pour avancer dans la compréhension des mécanismes cérébraux, et cela bénéficie fortement aux neurosciences, vous le verrez dans quelques instants. Pour explorer ce sujet, nous avons le privilège de réunir des intervenants de renom, à commencer par deux brillants neuroscientifiques, chercheurs et chercheuses à l'Institut du Cerveau. Et je commence par présenter Cécile Galéa, qui est au centre de la scène et qui est chercheuse du CNRS. Elle est spécialisée en neuroimagerie cérébrale et dans l'apprentissage de la motricité. À l'extrême opposé de moi, on trouve Mathias Pessiglione, chercheur INSERM. Il co-dirige aujourd'hui une équipe à l'Institut du Cerveau qui s'appelle Motivation, Cerveau et Comportement. Il est spécialisé dans l'étude des fonctions cognitives, notamment dans la motivation et la prise de décision. Ils nous éclaireront sur les liens profonds entre l'activité physique et le fonctionnement cérébral ce soir. Et nous avons donc souhaité réunir aussi quelques sportifs de haut niveau, j'allais même dire de très haut niveau, qui vont partager avec vous leur expérience. Et je suis ravi d'accueillir à ma gauche Anaïs Ebaïlin, qui est une jeune prodige du football français. Anaïs a 16 ans. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 9 ans à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, puis ensuite à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Et c'est une footballeuse qui a une position de milieu de terrain. Donc elle est sur cette position avec beaucoup de talent. Anaïs s'est rapidement fait remarquer pour ses compétences exceptionnelles. Elle compte déjà 12 sélections et 5 buts avec l'équipe de France U17. En 2022, elle a rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, depuis 2024, depuis février 2024, elle est membre de l'équipe féminine du PSG. Et je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Je vous présente, à côté de Mathias, Cyril Benzakel, athlète d'exception qui incarne la détermination et le succès à travers de multiples disciplines. Notre invité a débuté la boxe à l'âge de 14 ans. Dès 19 ans, il se distingue en devenant champion de France de kickboxing junior. Son palmarès impressionnant continue avec l'obtention du titre de champion de France amateur en boxe thaï. Et en 2014, il devient champion du monde de cette discipline. Sa carrière prend alors une nouvelle direction vers le kickboxing, où il s'illustre en remportant 6 titres de champion du monde entre 2015 et 2022. Accueillons chaleureusement cet homme de talent. Je suis heureux aussi de vous présenter à côté d'Anaïs et à côté de Cécile, Thomas Lombard, une figure bien connue du rugby. Je vais quand même vous présenter Thomas, même si tout le monde vous connaît.
Ancien international, il a joué pour le Chennai, pour Versailles, le Racing Club de France et le Stade français, avec lequel il remporte 4 fois le championnat de France. Sélectionné en équipe de France de 1998 à 2022, il a poursuivi sa carrière en Angleterre, puis au Racing. Il est devenu consultant sportif de 2007 à 2019 pour RMC et Canal+, et il est directeur général du Stade français Paris Rugby depuis 2019 et vice-président de la Ligue nationale de rugby depuis 2021. Accueillons-le chaleureusement. Je voudrais également remercier une personne qui n'est pas là et l'excuser, c'est Hakim Areski. C'est un joueur de Cécile Foot qui a dû annuler sa participation au dernier moment en raison d'un entraînement pour les JO paralympiques. Nous lui souhaitons une bonne chance. Enfin, je vous présente, entre Cécile et Cyril, le professeur Gérard Saillant, qui est un éminent spécialiste mondial de la médecine sportive et orthopédique. Sa carrière exceptionnelle est marquée par des contributions significatives à la chirurgie orthopédique et à la traumatologie. Il a réalisé des interventions chirurgicales de grande complexité, souvent sur des patients renommés du monde du sport, dans son service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est également le cofondateur et le président de l'Institut du cerveau, dont il nous dira quelques mots dans un instant. Le professeur Saillant est également très impliqué dans des instances sportives, le PSG, la Fédération internationale automobile, la France en forme, et je peux en citer beaucoup d'autres. Nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Merci de réserver un accueil chaleureux au professeur Gérard Saillant. Merci Thomas, oui. Merci à tous d'être ici. On ne va pas perdre de temps dans les discours, mais vous dire que l'Institut du cerveau est bien entendu très spécialisé dans la recherche pour le traitement des maladies neurologiques, mais pour traiter les maladies du cerveau, il faut déjà savoir comment fonctionne un cerveau normal et quel est le mécanisme de la pensée, de la décision, de la motivation, etc. Et donc, les rapports avec le sport peuvent paraître un peu lointains, mais en fait c'est extrêmement proche, car le sport, on va le voir, est un révélateur extraordinaire du fonctionnement du cerveau. Et il aide beaucoup les chercheurs, les 2 chercheurs qui sont ici. Et je pense que les 2 chercheurs aident également le cerveau. Donc c'est win-win, c'est gagnant-gagnant, je pense, des 2 côtés. Et c'est la discussion qu'on va avoir ce soir sur ce sujet. Merci, professeur. Sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet par une question introductive que beaucoup de monde se pose. Et je m'adresse aux scientifiques. Considérez-vous que le cerveau des sportifs est différent? Cécile. Alors, moi, si je viens d'aller sur la question, je dirais oui et non. Non, parce que finalement, dans la structure, dans la morphologie globale du cerveau, c'est assez identique. Par contre, ce qui est différent, c'est plutôt dans les détails. Par exemple, quand on est sportif, on fait beaucoup d'entraînement, on pratique le sport régulièrement. Et c'est cette pratique du sport régulière qui change des endroits particuliers du cerveau en fonction du type de sport qu'on pratique. Parce que chaque sport a ses prérequis, a ses demandes particulières. Et donc il y a certaines régions du cortex, par exemple, qui peuvent s'épaissir. Donc on a un gain de matière grise à certains endroits, par exemple. Et ça passe aussi par une meilleure communication entre des aires cérébrales, on appelle ça des réseaux, qui changent l'information de manière plus efficace. Et le but de tout entraînement, vous me corrigerez si je me trompe, hein, mais quand on s'entraîne beaucoup, on développe en sport des automatismes et on apprend à réagir plus rapidement à des situations. Et la combinaison des 2, ça fait qu'on peut libérer de l'espace mental avec l'expertise et qu'on peut laisser de côté finalement l'exécution du geste qui paraît... on n'a plus besoin de réfléchir pour faire les gestes en fait. Et ça permet au cerveau de pouvoir anticiper et de pouvoir déceler l'information qui est pertinente à la situation. Finalement, le but de l'entraînement, c'est ça. En fait, c'est que le cerveau puisse isoler l'information pertinente et réagir en conséquence de manière optimale. Maintenant, moi, si j'ai mon avis à donner là-dessus aussi, cette capacité d'anticipation, on la voit, je pense aussi dans la pratique, que ce soit de la boxe, par exemple, où quand on a appris à déceler l'information chez l'adversaire, on arrive à profiter de la situation pour ensuite déclencher un geste adapté pour essayer de neutraliser cet adversaire, par exemple, j'imagine, hein, parce que je ne suis pas sportive de haut niveau. Et en foot, par exemple, ou en rugby,
Ça permet, quand on a des automatismes, ça permet de libérer cet espace mental pour avoir une vision peut-être du jeu, pouvoir anticiper comment les adversaires et les partenaires se placent et de réagir en fonction de ça. C'est cette fameuse vidéo de Ronaldo. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce qui m'avait aussi... Quand j'ai travaillé un petit peu sur cette notion d'anticipation dans le sport, il m'est tout de suite venu en tête cet exemple de Ronaldo qui a participé à une expérience il y a des années, c'est pas tout à fait récent, c'était aux alentours de 2010, où cette expérience, c'était la chose suivante. En fait, c'était dans un gymnase qui était aménagé, et il y avait un joueur qui tirait un corner. Et l'objectif pour Ronaldo, c'était de mettre un but avec la tête. Et en fait, à plusieurs moments de ces tirs de corner, ils ont éteint la lumière dans la salle. Et malgré le fait qu'il ne voyait pas la balle, il arrivait dans 80% des cas à mettre le ballon au fond des cages. Donc ça montre cette capacité d'anticipation. En fait, il pouvait prendre l'information de manière très précoce, utiliser à peine quelques secondes après que le joueur qui tire le corner utiliser l'information de ce ballon qui approchait. Et quand la lumière s'éteignait, c'est comme si on avait l'impression, parce qu'il régulait un petit peu sa position pour vraiment intercepter la balle alors qu'il n'avait pas du tout la vision de la balle. Et donc, en fait, Mathias, tu me corrigeras si je me trompe, mais bon, c'est aussi ton sujet, c'est que finalement, le cerveau, il calcule des probabilités, et en fonction de l'expérience passée et des répertoires auxquels on a accès, on va prendre l'information et le cerveau du sportif, j'imagine qu'il va prédire le futur le plus probable. Et finalement, c'est ce qui fait peut-être qu'on arrive à avoir des gestes aussi extraordinaires et des exploits sportifs aussi dément quelque part et qui me font frissonner. Merci. Est-ce que, Mathias, tu confirmes la vision de Cécile? Non, c'est n'importe quoi. Non, mais je suis absolument d'accord. Donc, c'est évident que le cerveau des grands sportifs est exceptionnel. Bon, oui, sans hésiter. Ça ne veut pas dire que ça soit à l'extérieur. Si je fais un scan du cerveau, il ne va pas m'apparaître différent. Mais par contre, la circuiterie est différente, la façon de traiter l'information est différente. Ça ne veut pas dire qu'il est lié avec un cerveau exceptionnel. Il est lié avec un cerveau exceptionnel. Ce n'est pas forcément génétique. Comme l'a dit Cécile, ça peut s'acquérir au fur et à mesure des entraînements. Ça va dépendre du type de discipline. Mais il vient en fait, c'est un peu une anecdote, mais on a des tests en laboratoire pour tester des fonctions cognitives. C'est purement mental. On teste par exemple la mémoire ou l'attention, des choses comme ça. C'est des tests papier crayon qui ne font pas du tout intervenir ni les muscles ni la physiologie. Et on est allé tester, je dis on, les chercheurs, c'était pas moi dans ce cas-là, on est allé tester des grands sportifs dont c'était l'époque du grand Barça, dans Xavi et Iniesta. Et ils ont regardé les scores en fait, de ces footballeurs par rapport au score de la population mondiale. Ils ont fait le classement. Et donc Xavi est dans le premier centième de la population mondiale et Iniesta est dans le premier millième. Donc en fait, même sur des fonctions qui sont purement mentales, qui n'ont rien à voir avec leur discipline, qui n'ont rien à voir avec des capacités musculaires ou des capacités d'endurance, ces sportifs-là sont largement au-dessus. Donc voilà, un grand sportif, c'est avant tout un grand cerveau. Ça se construit au fil du temps. Gérard, professeur Sayer. Une anecdote justement pour toujours dans le même esprit. À Davos, vous savez, où se réunissent les grands de ce monde tous les ans, tous les 2 ans, l'Institut du cerveau a monté un simulateur de Formule 1 dans lequel étaient passés tous les grands de ce monde et 2 pilotes, dont Rosberg, un pilote de Formule 1 et un autre pilote de rallye, avec un petit électroencéphalogramme au-dessus de la tête. Eh bien, uniquement par la lecture de l'électroencéphalogramme, on pouvait savoir quels étaient les 2 pilotes. C'est-à-dire le recueil d'informations, la réactivité et la prise de décision étaient autrement plus rapides que chez quelques présidents ou autres grands de ce monde. Et donc ça montre à la fois, alors je ne sais pas si c'est l'entraînement, je ne sais pas si c'est inné, mais ça montre véritablement cette rapidité de connexion des réseaux pour prendre une décision. Vous avez parlé récemment, vous avez fait une analogie, professeur Saillant, sur la voiture et la voiture de course. Pourriez-vous expliquer cette analogie, en fait, si on rapprochait au cerveau? Non, oui, je vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture, qui est sûrement très performante, et vous prenez une Ferrari, c'est le même principe, c'est le même moteur, ça marche avec l'énergie soit électrique, soit l'énergie fossile, mais ça marche, c'est les mêmes principes. Donc quand on fait un examen du moteur,
c'est les mêmes moteurs, l'un est peut-être plus gros que l'autre, mais ce qui est la différence, c'est la puissance qu'il peut y avoir et la réactivité qu'il peut y avoir indépendamment de la puissance. Et je crois que c'est exactement le même principe chez les sportifs. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas une différence notable sur le mécanisme, sur le principe, et sur l'utilisation, oui. On souhaite au travers de cette table ronde de faire un peu le parallèle aussi avec les patients et voir ce que cette recherche va apporter dans la recherche pour les patients. Mathias, qu'est-ce qu'on peut dire de cette question du cerveau sportif sur le modèle d'étude dont on parlait tout à l'heure? En fait, une des raisons pour lesquelles on aime bien travailler avec les sportifs et le monde du sport, c'est que c'est une situation qui est un petit peu intermédiaire entre des conditions de laboratoire qui sont très contrôlées, mais pas forcément très intéressantes ou très pertinentes pour ce qui est important dans la vraie vie, et puis des conditions plus écologiques où là, rien n'est contrôlé, il y a beaucoup de facteurs et donc on n'arrive pas à expliquer les comportements. Dans le sport, il y a des règles, les situations sont assez stéréotypées, et donc en fait, c'est un bon modèle d'étude pour les chercheurs. Et un exemple qui me vient en tête, c'est une étude qu'on avait faite sur un ultra-trail qui était faite en fait pour des recherches scientifiques. Donc c'est une course qui était très longue, de mémoire c'était 6 fois 26 km, donc 156 km en tout. Les premiers mettent à peu près 30 heures, les derniers 50. Et les meilleurs en fait des coureurs français étaient venus se prêter au jeu. Et c'est 6 fois 26 parce qu'ils faisaient en fait 6 tours de 26 km. Et donc à chaque tour, ils s'arrêtaient au stand en quelque sorte. Et les stands, c'était des petits laboratoires de recherche scientifique qui s'étaient exportés sur le trail. Et donc on a pu faire des mesures pour mieux caractériser l'adaptation du corps et du cerveau à ces performances extrêmes. Donc des mesures très moléculaires, très physiologiques, aussi très cognitives, pour voir par exemple l'impact de la fatigue mentale. Donc c'est là que je vais connecter avec les patients. On s'intéresse beaucoup au phénomène de fatigue mentale, au phénomène de burn-out. C'est très présent dans la pathologie. La quasi-totalité des maladies entraînent une fatigue mentale. Et donc le modèle de la fatigue mentale chez le sportif, puisque le burn-out ça existe aussi chez le sportif, on en parlera peut-être après, nous permet de mieux comprendre la fatigue telle qu'elle s'exprime dans les pathologies neurologiques ou psychiatriques qu'on voit à l'hôpital. On reviendra, oui, en effet, sur cette question de fatigue mentale et du burn-out, et je voudrais juste qu'on ouvre un premier chapitre dans cette table ronde sur la motivation des sportifs. Si le cerveau des sportifs se construit au fil des entraînements, ils sont aussi dotés d'une motivation, d'une détermination assez impressionnante. Et là, je me tourne vers les sportifs ici présents, en vous posant cette question: où trouvez-vous votre motivation en tant que sportif? Quels sont pour vous les principaux facteurs qui vous motivent à continuer à vous entraîner chaque jour? Anaïs. Oui, ça doit marcher. Est-ce que ça marche? Si, ça marche. Déjà, la motivation, ça demande d'abord au fait que j'ai beaucoup rêvé de pouvoir avoir une carrière professionnelle, pouvoir impacter le monde avec ce que j'aime. Du coup, quand je me réveille tous les matins, c'est plus que de la motivation, parce qu'avec la motivation, c'est vrai qu'on a des jours où on veut se réveiller le matin, mais après, il faut avoir de la discipline. Et ça, le football, ça m'a permis d'avoir une grande discipline, avec ces charges de travail qui sont assez lourdes, pour pouvoir construire un cerveau, un mental qui est plus discipliné. Du coup, la motivation, certes, est importante, mais pour moi, la discipline, et pour le sportif, c'est un peu plus important. Le rêve, la discipline, deux dimensions essentielles. Thomas? Mais je crois que la motivation, elle n'est pas la même en fonction des âges. Toi, tu es très jeune, peut-être que quand tu auras nos âges et que tu reviendras, tu verras que à la fin de ta carrière, tu as sans doute fait les choses alors avec le même engagement, puisque un sportif, c'est quelqu'un qui s'engage, mais avec une motivation qui aura évolué, tout simplement parce que cette motivation, elle te demande beaucoup de sacrifices, et qu'à un moment, les ressorts finissent par s'user, donc il faut aller en chercher d'autres. Pour mon cas particulier, moi j'avais envie de rendre mon père fier.
Ça a été une des premières motivations. Après, j'ai eu envie, simplement en pratiquant un sport, en l'occurrence le rugby, auquel il avait joué évidemment avant. Et puis après, quand on rentre dans un sport de haut niveau, on a envie d'exister, comme tu l'as dit, on a envie de gagner des choses. Et puis après, la carrière se passe. Si on a la chance de gagner, c'est évidemment formidable. Et on évolue sur une autre forme de motivation qui devient peut-être celle de la transmission. Tout simplement parce que la fin étant proche, on ne peut plus amener de la même manière, mais en revanche, on peut amener l'équipe à performer mieux par l'expérience qu'on a acquis. Et c'est aussi un moyen de durer, c'est-à-dire de laisser une trace. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un sportif, il veut laisser une trace. Donc il peut être différent quand il a 16 ans que quand il a 35, 36 ans, mais c'est son objectif, évidemment, c'est d'écrire l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui a marqué dans les clubs, sur les murs des vestiaires, le sportif, il est là pour écrire l'histoire. Et c'est ça qui lui permet de puiser sa détermination et de combattre cette routine, qui est la routine du quotidien, de l'entraînement. Et si on pouvait faire que des matchs, on en parlait tout à l'heure avec Ciel, on serait des sportifs de haut niveau jusqu'à 50 ans ou 60 ans. Mais l'entraînement, il est tellement nécessaire, mais il te prend aussi tellement d'énergie. Donc Thomas a passé le ballon à Cyril. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, dans mon cas particulier, moi je suis un peu entre les deux âges, c'est vrai, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de sportifs sont des rêveurs. En tout cas, moi j'ai toujours été un rêveur avant même de faire du sport. Et c'est vrai que j'ai le souvenir qu'après avoir commencé la boxe à l'âge de 13-14 ans, j'ai passé énormément de temps chaque jour à rêver et à me voir devenir champion. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout que ça s'appelait de la visualisation ou ce genre d'instrument. Pour moi, c'était juste du kiff de visualiser. Et en fait, je pense que le fait de rêver de quelque chose de palpable, de quelque chose sur lequel on arrive à mettre des émotions, ça fait du bien. Et je pense qu'il se passe un mécanisme qui fait que on a envie d'activer en réalité ce dont on est en train de rêver, ce dont on est en train de penser fort. Et donc, ça crée des mécanismes d'action, dont la discipline et la rigueur au quotidien. Et pour conserver cette motivation, je pense que quelque part, en fait, la routine aussi, c'est ça. C'est-à-dire que dans le cadre d'un sport comme le mien, qui est un sport individuel, en fait, on ne se pose plus la question de savoir est-ce que je vais à l'entraînement parce que je suis malade, est-ce que je vais parce que ce matin je suis fatigué. C'est tellement devenu quelque chose de quotidien et d'habituel qu'on ne se pose pas la question. On va à l'entraînement, on fait nos gammes, etc. Et du coup, le fait d'avoir répété ce processus plein de fois, on ne se dit pas, comme peut-être un sédentaire, est-ce que ce soir je vais aller au sport, parce que nous, c'est notre métier, quoi, et c'est notre passion. Merci. Peut-être que Mathias, tu peux décrypter un peu le processus de motivation. Je peux essayer. Mais il faut dire tout de suite qu'on n'a pas en neurosciences la finesse psychologique de ce qu'on vient entendre là. C'est-à-dire que si on scanne un cerveau, si on fait de l'imagerie cérébrale, on ne peut pas par exemple savoir quelle est la motivation du sportif. On peut avoir des mesures d'intensité, s'il est très motivé ou pas très motivé, mais on ne peut pas simplement avec une analyse cérébrale avoir accès aux motivations profondes, cachées, lointaines, etc. Et donc, ce qu'on sait du cerveau, ce sont des choses très grossières. En gros, quand on doit décider d'entreprendre une action, donc l'action, ça peut être aller s'entraîner ou bien rentrer sur le terrain, sur le livre. Vous avez des régions du cerveau qui représentent l'action elle-même, qui permettent d'anticiper, de visualiser. Et puis vous avez des régions du cerveau qui estiment ce que l'on appelle les coûts et les bénéfices associés. Donc par exemple, si je rentre en combat ou je rentre dans l'entraînement, je peux avoir associé à ça des rêves de victoire qui vont valoriser l'action. Donc ça va me faire envie, ça va faire que je mets davantage d'énergie dans l'action. Et puis vous avez d'autres systèmes, je pourrais mettre des étiquettes anatomiques en fait, dans le cerveau parce que c'est localisé, mais peu importe, ce qui compte c'est le mécanisme. Vous avez d'autres systèmes qui envisagent les coûts, donc combien de temps ça va me demander, quels sacrifices je vais devoir faire, combien d'efforts ça va me demander, etc. Et puis le cerveau, vous avez donc ces deux systèmes opposants, un système qui pousse vers les récompenses, les rêves de victoire, écrire l'histoire comme on l'a entendu, les rêves de médailles, de trophées, etc. Et puis un cerveau qui va retenir au contraire l'action parce qu'ils disent mais
tout ce que je vais sacrifier là-dedans et tout ce que je vais aimer, etc. Et puis vous avez une troisième région, en quelque sorte un arbitre qui fait la synthèse des coûts et des bénéfices et qui va prendre la décision et déterminer si oui ou non il s'engage dans l'action. C'est ça en gros les mécanismes de la motivation dans le cerveau. Cécile? Moi, mon domaine d'expertise est plutôt sur l'apprentissage moteur, et vous parliez beaucoup de ces routines, de répéter des gestes, et nous, quand on mesure cette répétition de gestes, alors, il y a plusieurs types d'apprentissage moteur, plusieurs manières d'apprendre quelque part. Il y a la manière de commencer de zéro, c'est-à-dire d'apprendre carrément un nouveau geste, c'est comme apprendre une nouvelle langue par exemple. Il faut apprendre d'abord des syllabes, ensuite à créer des ensembles de mots, puis des phrases. Et quelque part, le geste, c'est un peu pareil. Quelque part, on doit assembler peut-être des séquences dans certains cas. Et donc ça, c'est un certain type d'apprentissage. Il y a un deuxième apprentissage où on connaît déjà le geste et en fait, il faut pouvoir l'adapter aux caractéristiques changeantes de l'environnement. Par exemple, on a appris à faire du tennis et qu'on connaît exactement ce que c'est un coup droit. Et ben, en fonction de la météo le jour J, quand vous avez un match, vous allez devoir adapter votre geste pour pouvoir s'adapter au vent, par exemple, qui arrive de face. Et donc ça, c'est pareil, ça engage certaines régions cérébrales. Et la dernière, moi, donc, je dirais, nous, on a étudié en laboratoire pas mal le rapport vitesse-précision ou force-précision. Et là, c'est pareil, bon, je pense que dans la pratique sportive, vous voyez aussi, quand on veut, par exemple, tirer très fort, on manque des fois de précision, et il faut trouver le juste milieu entre cette puissance et la précision. Et ça aussi, ça engage des aires un petit peu différentes. Et la dernière partie, donc en tout cas sur laquelle on a travaillé avec l'équipe, et puis aussi en collaboration un petit peu avec Mathias, c'est de regarder comment ces types d'apprentissage interagissent avec la motivation. Et comme Mathias l'a dit, c'est vrai qu'on étudie ça de manière un peu artificielle, où on propose pour mesurer ce niveau de motivation, ou en tout cas essayer de voir son impact sur l'apprentissage, on donne des récompenses et on regarde si ça accélère la vitesse d'apprentissage. Et il semble que de ce qu'on a trouvé, en tout cas dans l'équipe, ça en a un tout petit gain de performance pendant l'apprentissage, mais ça impacte surtout la rétention du geste. Donc quand on doit après reproduire cette performance plus tard, peut-être sans les mêmes indicateurs, mais c'est la rétention, la manière dont on consolide ce geste qui est affecté par la motivation. Merci, j'ai vu que, professeur, vous avez pris le micro, vous avez complément à apporter. Une question pour les sportifs, parce que quand on a une motivation, c'est qu'on a un objectif, on se fixe un objectif. Je vais être champion du monde. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est que quand on prend des gants comme toi, qui a été 6 fois, comme Teddy Riner, qui a été je ne sais pas combien de fois, comment cette motivation persiste après l'objectif que l'on a obtenu. On se dit, ben, je suis arrivé au sommet, il faut y rester, vous renouveler l'année d'après. Et est-ce que la motivation est la même? Est-ce qu'elle est plus difficile à obtenir que dans la mesure où on a eu ce qu'on recherchait depuis des années et des années? Je pense que c'est justement dans cette question qu'on peut arriver à comprendre différents profils d'athlètes. Il y en a en fait qui sont devenus champions du monde parce qu'ils se sont bien entraînés, ils ont été brillants, mais c'était pas vraiment leur vraie vocation, leur vraie motivation, parce qu'une fois qu'ils le sont devenus, ils passent à autre chose et ils n'ont plus la motivation parce que leur objectif c'était de devenir champion du monde. Alors que je pense que dans le cas d'autres athlètes dont je pense faire partie, c'est une quête beaucoup plus profonde où en fait on est à la recherche d'une excellence et qui en fait se voit à chaque fois mûrir, progresser dans notre quotidien et en fait sur chaque sortie, sur chaque nouveau combat, on cherche à s'améliorer et si vous voulez on ne se dit pas c'est un championnat du monde, c'est simplement un combat qui est d'abord face à moi, après il se trouve qu'il y a un adversaire, mais le premier combat est face à moi et finalement c'est parce que j'ai fait le combat face à moi que je l'ai réussi, que je suis content de ce combat. Et je pense que c'est comme ça aussi, peut-être qu'au bout d'un moment on raccroche les gants parce qu'on se sent accompli et on est fier de ce qu'on a réussi. Mais dans mon cas, je me sens progresser malgré mon âge. La deuxième question, c'est que j'ai été avec pas mal d'équipes de différents Jeux Olympiques et j'ai toujours été impressionné à la fin des Jeux que l'équipe ou que le joueur ait gagné ou perdu, il y a une sorte de dépression après, comme une sorte de baby blues après un accouchement, en disant essayez, ça fait 4 ans que je me bagarre pour ça et c'est fini.
Et je ne sais pas comment on peut expliquer ça, si les sportifs peuvent l'expliquer ou non, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vu très souvent, quel que soit le résultat, même si c'est très brillant et qu'il a été champion olympique ou médaillé. Je pense que c'est peut-être la différence entre les sports olympiques ou les sports où il y a des championnats du monde qui sont à des intervalles de temps plus éloignés. Nous, au rugby, foot, je pense que toi c'est la même chose. On a des cycles de compétition qui sont très intenses et en fait qui couvrent une carrière. Donc t'as pas tellement tu pars en vacances 2 mois et puis tu es déjà sur la saison suivante. Donc on n'a pas tellement cette problématique et surtout on n'a pas un effort qui est mis de façon plus intense pour un objectif spécifique. Tous les ans on joue le championnat de France de rugby, tous les ans on joue pour en équipe de France de rugby par exemple. Il n'y a que quand il y a une Coupe du Monde où ça peut arriver, mais le calendrier fait que tu reviens vite avec les exigences de club. En revanche, ce qui moi m'a toujours interpellé, c'est la motivation qui est fluctuante quand même selon les individus. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il y a une nuance entre le sport individuel et le sport co. Et le sportif individuel, le jour où il n'a pas envie, même s'il n'est qu'à 75%, c'est même pas la peine de monter sur le ring ou de te mettre dans le couloir pour courir. Tu restes à la maison. Nous, sport co, tu joues des fois à 80% parce que tu es blessé, tu joues des fois à 70% parce que tu as un peu moins envie, et comme il y a 14 ou 10 autres coéquipiers à côté de toi, et ça permet aussi de compenser. Et de la même manière, on a des garçons qui maintiennent un niveau de motivation qui est parfois à la limite de la névrose. C'est-à-dire que, on ne va pas citer de nom, mais il y a des joueurs de rugby, de football, de tennis, même parfois, tu as l'impression que même quand ils ont gagné, ils ne sont pas heureux. Ils sont sur une telle exigence qui s'impose sur leur performance qu'ils ne vont pas voir ce qu'ils ont fait de bien, ils vont surtout voir ce qu'ils ont fait de moins bien, ou qu'ils estiment de moins bien, et que du coup, ça va être une espèce de carburant qu'ils vont s'injecter pour retourner dès le lendemain, s'entraîner et faire des carrières qui s'arrêtent presque jamais. On en voit dans le rugby, un gars comme Johnny Wilkinson, je ne devrais pas le citer, mais qui est quand même l'archétype du joueur de rugby, beau mec, qui a tout pour lui. Et quand il sortait d'un match de rugby, il pouvait être champion du monde, champion d'Europe, tout ce que vous voulez. Première chose qu'il disait, il disait ouais, mais à la 32e, j'ai raté ci, j'aurais dû faire ça. Et, enfin, Ça recherche une certaine perfection, mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Cyril, sur le fait que champion du monde, vous remettez ça la 2e année, vous remettez ça la 3e année, à chaque fois que vous êtes champion du monde. Mais voilà, vous allez chercher une nouvelle énergie pour essayer de rendre plus perfectible encore la médaille que vous avez obtenue. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai disputé mon dernier championnat du monde que j'ai perdu. Et si vous voulez, j'étais plus heureux de cette défaite, non pas que c'était une libération, j'avais l'impression, mais j'étais plus heureux de cette défaite que toutes les victoires que j'ai eues dans les championnats du monde précédents, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'aller plus loin dans mon potentiel, en fait, vous voyez, de ce que je ne faisais pas forcément précédemment, parce que finalement, si je dépasse l'adversaire sans aller à fond, en ressortant du match, je suis conscient de ça. Je me dis, j'ai gagné peut-être, mais j'aurais pu gagner mieux parce que j'ai pas fait. Alors que ce jour-là, l'avis des juges, il m'intéressait pas en fait. Même s'il aurait violé dans mon faveur. Mais je veux dire, l'avis des juges ne m'intéressait pas parce que en fait, j'étais fier de ma prestation. Et c'était anecdotique après le. Enfin, après, c'est des affaires le reste. Mais je veux dire, c'était vraiment anecdotique le jugement des arbitres. C'était ma prestation qui était dans laquelle j'étais content. Et peut-être que c'est un peu ça ce qui se passe avec certains joueurs, c'est qu'ils sont. Ils regardent pas le résultat, mais ils regardent leur performance. Et moi, c'était le cas, je regardais ma performance, mais sans la médaille en fait. Rassurez-nous, vous allez engager le prochain combat au championnat du monde. Bien sûr. Très bien. Alors, on va peut-être pas rentrer encore plus loin sur cette thématique, mais on reviendra tout à l'heure si vous avez des questions, bien évidemment, en deuxième partie de table ronde, pour revenir sur cette thématique de la motivation, si cela vous intéresse. Nous venons donc d'évoquer ce sujet d'importance et comment aujourd'hui elle est décryptée par les scientifiques.
Je vous propose maintenant de parler de l'athlète qui peut être amené à vivre une période difficile, appelez ça la résilience. Vous avez, chers sportifs, certainement connu des creux dans votre carrière sportive, période où vous étiez peut-être moins performant, des blessures. Comment avez-vous trouvé la motivation pour remonter au meilleur niveau? Comment surmontez-vous les périodes de démotivation, de doute? Annelise, ça en dit répondre. Comme elle a bien expliqué tout à l'heure, moi j'ai eu des moments où j'étais pas très bien puisque la fatigue mentale, et ça a amené des blessures, des petites casses. Par exemple, je m'étais fait une lésion au ménisque et du coup ça m'a pris du temps. Je suis pas la plus vieille d'ici, mais étant jeune, j'ai pas pu bien réagir. Mais voilà, j'ai vu des psychologues qui m'ont expliqué que ta réaction elle est tout à fait humaine et que c'est pas parce que tu es une sportive que tu ne peux pas avoir des réactions. Donc moi j'avais préféré un peu m'écarter du groupe puisque avec mon goût, si je peux le dire, j'étais pas forcément apte à rester dans le groupe. J'arrivais pas à regarder les choses, mes coéquipiers jouer, puisque je voulais être sur le terrain. Et je voulais aussi jouer, je me sentais en tout cas de jouer, mais médicalement on disait que c'était pas possible. Du coup ça a été très difficile sur les premiers instants, mais après avec des rendez-vous psychologues et aussi la motivation que ma famille me donnait, qu'ils étaient fiers de moi et que malgré ma blessure, je reste une bonne joueuse et j'ai des capacités. Du coup après quand je me suis remis dans le bain, j'ai fait des petites choses comme à mon habitude, des choses qui sont normales pour moi, c'est-à-dire prendre un contrôle et une passe, ce qui a fait que petit à petit j'ai pu reprendre mon niveau et avoir une confiance en moi qui est même peut-être meilleure que quand j'étais blessée et que j'étais sur les terrains. Bravo. Bravo. Cécile, Mathias, vous voulez réagir sur ce sujet-là? Moi j'ai un petit peu exploré le sujet dans un contexte particulier. C'était lié au syndrome que j'ai appris à cette occasion, et les entraîneurs appellent le syndrome de surentraînement, qui est une forme d'épuisement en fait de l'horloge chez l'athlète de haut niveau. Et c'est donc les gens de l'INSEP qui entraînent les athlètes, notamment pour les JO, dans un certain nombre de disciplines sportives, étaient venus nous voir à l'Institut du cerveau pour demander si on avait des pistes pour peut-être mieux détecter, mieux comprendre éventuellement, mieux prévenir, prendre en charge ce syndrome. Et donc on a fait des recherches d'imagerie avec eux dans le cadre du triathlon. Et donc on a pu faire des recherches expérimentales, c'est-à-dire qu'ils avaient un groupe de triathlètes qui s'entraînaient normalement, c'est-à-dire 10 heures par jour, beaucoup, mais apparemment c'est le régime normal. Donc les triathlètes, vous imaginez, ils nagent, ils courent et ils pédalent pendant 10 heures. Bon. Ça c'est le régime normal. Et l'autre groupe, il faisait 14 heures, donc plus 40%, il faisait 14 heures par jour. Et au bout de 3 semaines de ce régime surhumain, ils venaient à l'Institut du cerveau, et là on leur faisait des tests d'imagerie, des tests cognitives, etc. Et on s'est rendu compte, en fait c'est là qu'on a cherché l'hypothèse a priori, que certaines régions, alors du cortex préfrontal par là, ne s'activaient plus chez ces sportifs quand ils devaient prendre des décisions. Et ça, on pouvait l'expliquer par le fait que ce sont des régions qui sont des régions cérébrales qui sont responsables de ce que l'on appelle le contrôle cognitif. On peut aussi parler de volonté, d'effort volontaire. Ce sont des régions qui permettent de passer par-dessus des réflexes de bas niveau pour atteindre des buts à plus long terme. Donc vous imaginez le sportif qui fait une course difficile, évidemment ça fait mal dans les muscles, dans les articulations, il y a de la fatigue, etc. Il y a des boucles dans le cerveau qui gèrent les situations immédiates et qui font en sorte que ça fait mal, je m'arrête. Et donc pour pouvoir continuer à courir et bien performer et finir la course, etc., il faut en quelque sorte inhiber ces réflexes de base et importants pour pouvoir maintenir l'effort. Et les régions qui permettent de maintenir cet effort sont justement ces régions préfrontales. Le problème, c'est que ces régions elles-mêmes s'épuisent. C'est ça, en fait, la fatigue mentale, c'est qu'elles peuvent venir à s'épuiser. Et ça, c'est une des façons d'arriver au syndrome de surentraînement. Il y a d'autres façons, parce qu'en fait, c'est un syndrome un petit peu compliqué. La frontière avec la dépression, pour lâcher le mot, n'est pas toujours très claire.
On a parlé récemment avec Morgane Dardet, qui est dans la salle, qui est psychiatre et qui s'intéresse au sujet, avec Camille Lacour, qui est je peux le dire parce qu'en fait, lui-même s'exprime sur le sujet, donc il a traversé ce genre de période. Et il a expliqué ça, en fait, qu'une fatigue mentale intense, donc c'était pas dans les muscles, c'était pas une blessure dans ce cas-là, la fatigue mentale intense l'a amené vers une forme de dépression, où d'un coup il n'avait plus de sens à faire ce qu'il faisait, il a fait tous les efforts qu'il faisait, il ne pouvait simplement plus. C'est ce que décrivent en fait ces athlètes, ils disent j'appuie sur la pédale, il y en a un qui vient, il n'y a plus de jus dans le moteur, je me lève le matin, j'ai pas envie, et ils sentent vraiment une impossibilité à continuer à s'entraîner et à retourner sur le terrain. Donc ça existe, il y a des bases cérébrales, c'est multiforme, il y a plein de facteurs explicatifs, mais voilà, il faut le savoir parce que, et je finis sur cette étude-là, en fait, elle a été financée par l'Agence française de lutte contre le dopage parce que le syndrome de surentraînement est en fait un facteur de prise de produits dopants, c'est-à-dire que ces sportifs qui n'arrivent plus à performer au niveau attendu ont tendance à avoir recours à des expédients comme les produits chimiques pour essayer de retrouver les performances qu'ils avaient auparavant. Donc voilà, donc il y a un engrenage là vers le surentraînement, vers le dopage, donc il faut avoir conscience pour pouvoir éviter. Professeur, vous avez opéré des grands champions de graves blessures. Et cependant, vous les avez vus retrouver un très haut niveau sportif plus ou moins rapidement. Quel est votre regard sur cette question? Là aussi, je crois que la blessure, c'est un révélateur de l'état d'esprit du sportif. Et la plupart des sportifs restent extrêmement motivés. Et quand ils ont cette blessure, c'est souvent la première fois dans la première blessure, la première fois dans leur carrière, que pendant 3 mois, ils vont être obligés d'arrêter ce qu'ils font, sinon 10 heures par jour, un certain nombre de fois par jour. Et ils se remettent un peu en cause. Ils étaient dans un service d'hospitalisation, il y avait des blessés qui étaient tétraplégiques, paraplégiques, ils voient qu'il y a autre chose dans la vie que le sport. Et c'est pour eux une façon de réfléchir un petit peu à leur façon de vivre, à leur plan de carrière futur. Et ils ont souvent une très grande motivation parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Et ils voient pendant les 3 mois les autres qui tapaient régulièrement, qui sont devenus champions, etc. Et ils ont très très envie de revenir. Et je pense que c'est une oxygénation intellectuelle et physique importante pour eux. Alors si la blessure survient tous les 15 jours ou tous les 3 mois, c'est plus pareil, mais une grosse blessure isolée avec une fracture, etc., ça peut être une source au contraire de rebondir encore mieux. Je trouve, pour la majorité en tout cas. Merci. Cécile, pendant la préparation de cette table ronde, vous avez parlé des patients musiciens qui ont une dystonie, si on fait le parallèle en fait avec les patients. Comment vous pouvez nous en parler? C'est vrai que des fois, la pratique intense de gestes particuliers qui sont répétés plusieurs heures par jour, en tout cas sur ce qu'on étudie comme pathologie, ça peut entraîner des espèces de crampes. Donc c'est la dystonie, c'est des espèces de crampes qui sont contextuelles, qui apparaissent sur certains gestes. Donc chez les pianistes, ça peut toucher les joueurs de trompette, les joueurs qui ont besoin vraiment de beaucoup de dextérité pour jouer leurs instruments. Et en général, on est en tout cas du côté de la neurologie, donc je ne parle pas encore du côté de la recherche en neurosciences, il n'y a pas beaucoup de solutions à leur proposer, sauf des injections dans des muscles qui sont affectés pour essayer d'endormir ces muscles. Et à ce moment-là, les patients expliquent eux-mêmes, c'est comme pour revenir d'une blessure, vous essayez de solliciter des synergies musculaires un peu différentes et de réapprendre à faire le geste. Donc il y a des solutions même quand on est blessé, ou même là dans ces cas-là c'est quasi perpétuel parce que pour l'instant il n'y a pas de solution, en tout cas non médicamenteuse à durable, qui permettent de diminuer les symptômes. Et après ce qu'on peut imaginer aussi, c'est, je pense que par rapport à ce qu'Anaïs disait aussi, c'est d'avoir un support tout autour qui est très important, que ce soit à l'intérieur de la famille, du club qui peut être toujours présent, et peut-être même améliorer les techniques de rééducation pour faire en sorte que la motivation soit maintenue. Je pensais par exemple à ces situations dont j'ai parlé tout à l'heure où on travaille des automatismes, des apprentissages et qu'on essaie de faire des espèces de jeux vidéo avec des récompenses pour booster la motivation et rester positif quoi qu'il arrive.
Merci. On va aborder un autre point qui est passionnant et nécessaire pour la préparation du sportif. Il s'agit de la visualisation, qui consiste à se représenter le geste qu'on fait et qui permet d'améliorer la façon dont on l'effectuera vraiment quand on passera sur le terrain. Lors de vos entraînements, faites-vous appel à des exercices d'imagerie, vous faites appel à des exercices d'imagerie, chers sportifs. Par exemple, visualisez-vous des mouvements avant une compétition? Des mouvements non, mais des images plutôt positives. Le rugby, c'est un sport où il y a quand même un engagement physique. C'est un des rares sports collectifs de combat. Donc il y a une mise en danger de l'intégrité physique quand tu rentres sur le terrain. Donc ça crée des mécanismes d'inquiétude, de doute, de remise en question, au-delà même de la simple performance. Donc ça, il faut les évacuer. Et les moyens qu'on nous propose d'utiliser sont souvent basés autour de l'imagerie positive, de la domination physique de l'adversaire également, plutôt que on n'est pas sur la précision du geste comme un tireur à l'arc ou un gars qui va tirer au fusil sur une cible par exemple. Même si pour un buteur, malheureusement j'étais pas assez doué pour taper dans le ballon, je pense que lui en revanche, le buteur il a une routine, il a une imagerie très spécifique de la répétition de son geste, comme un golfeur qui swing ou comme un joueur de tennis qui effectue son coup droit ou son revers. Mathias, sur l'imagerie mentale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs sortes d'imagerie mentale, et donc le sportif qui vit dans sa tête à l'avance les gestes qu'il va faire, parce que au skieur par exemple, on voit le skieur faire tous les gestes visuels, toutes les portes avant sa lobe par exemple. C'est pas tout à fait le même type de visualisation que ce dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est le rêve, c'est-à-dire je m'y vois, je m'imagine gagner, je m'imagine dominer l'adversaire, etc. Donc pour ce deuxième type d'imagination, on a quelques éléments en fait dans le cerveau, les régions cérébrales qui permettent de se projeter dans le futur sont les mêmes que celles qui permettent de se rappeler des épisodes du passé. Ce sont des régions de la mémoire. Donc, ce sont ces régions en fait, qui sont atterrées dans la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie de la mémoire, mais aussi une maladie de l'imagination. C'est-à-dire que quand on a du mal à se rappeler d'épisodes du passé, on a aussi du mal à construire des épisodes futurs qui soient suffisamment riches, détaillés, pour être motivants. Et donc, ne pas arriver à se projeter ou à imaginer des choses motivantes, c'est aussi une façon d'être démotivé, et donc ça peut aussi engendrer une forme d'apathie ou une forme d'emprisonnement dans le présent. C'est-à-dire, si je ne peux pas avoir de rêves, de choses lointaines et futures, finalement, mes motivations sont cantonnées à mon environnement immédiat. Cyril, vous faites ce type d'exercice de visualisation, d'image, avant un combat? Alors oui, effectivement, je vais faire de la visualisation, mais qui va plutôt s'apparenter à celle que tu as pu pratiquer, Thomas, c'est-à-dire une visualisation globale, pas vraiment précise de me dire je vais faire ce coup-là, etc. C'est plus, en termes d'énergie, en fait, c'est une visualisation, on va dire, énergétique, peut-être positive, qui va me stimuler et qui va en fait augmenter ma confiance en soi et ma confiance en la victoire du combat. Et c'est vrai que en préparation d'un combat, il y a différentes techniques que j'ai pu faire avec préparateurs mentaux, comme je sais pas, on prenait un dictaphone et j'allais dire le combat, comment je voulais qu'il se réalise, et je vais écouter la cassette pendant une semaine, 2 jours avant de me coucher, ce genre de choses. Et pour ancrer, on va dire, un peu dans mes cellules, quoi, ce que j'ai envie de faire, quoi, le scénario que j'ai envie qu'il se produise, et donc c'est l'imagerie quelque part. Gérard? Par rapport à un sport qui est de précision, qui est lent, où on a le temps de décider, comme le golf, je pense que le joueur répète son geste, ensuite il visualise typiquement à la fois l'objectif qu'il cherche à avoir et le tracing de la balle qu'il va donner, soit direct, soit il a fait à droite, soit il a fait à gauche. Donc il visualise ça très très bien, et ça fait c'est une partie essentielle de son entraînement.
pour le foot, si Anaïs tire des pénaltys, je ne pense pas, parce que milieu, mais est-ce qu'on visualise l'endroit où on va mettre le ballon? Est-ce que l'on... En général, on a souvent un côté préférentiel que pour les gauchers ou les droitiers. Du coup, avant de tirer un penalty, c'est vrai que dans la visualisation, je m'imagine où je vais tirer dans le côté préférentiel et que je dois être sûr de mon côté que je vais tirer à fond. Du coup, c'est vrai qu'avant un match, même 2 jours avant un match, je visualise tout ça. Après, je sais que moi j'ai plusieurs étapes dans la visualisation. Je ne sais pas si c'est la bonne étape à avoir, mais donc moi d'abord c'est une vision globale où là je me vois gagner avec mon équipe. Et plus on me rapproche du match, plus je me visualise faire des actions simples que j'ai l'habitude de faire pour que quand je rentre sur le terrain, j'ai confiance en moi. Je sais que là aujourd'hui, le contrôle et la passe, ça va être facile et que je l'ai visualisé, je sais le faire parce que je me suis visualisé le faire. Du coup, c'est quand je me rapproche du match, c'est vrai que ma visualisation elle n'est pas globale, elle est plus centrée sur moi. En fait, le sportif, il cogite beaucoup jusqu'à ce que l'échéance arrive. L'échéance, c'est le début du match de foot, du match de boxe. Et là, il est en proie au doute, il est en proie à se poser 50 milliards de questions. Est-ce qu'il s'est bien entraîné? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'on va gagner? Les conséquences, blablabla, le classement, le contrat, tout ça, et cette visualisation, en fait, elle te permet de ne pas penser quelque part, ou de te projeter uniquement sur des choses qui vont attirer ton attention et qui va éviter cette perte d'énergie. Et après, une fois que tu es sur le terrain, c'est plus la même chose. Tu analyses et tu réponds en temps réel à des situations offensives, défensives, de ce que te propose ton adversaire. Mais tu n'es plus dans le même type de visualisation. Tu scannes finalement et tu réagis par rapport à une situation qui t'est donnée. C'est assez important quand même. Sur ce sujet de l'entraînement mental, Cécile, est-ce que vous pouvez nous décrypter un peu ce qui se passe dans le cerveau? Nous, on s'est intéressé, c'est vrai, à ces processus d'imagination motrice ou de visualisation, c'est un peu près au même. En tout cas, c'est pas nous qui avons fait les travaux, mais c'est connu en fait qu'il y a 2 types de visualisation. Il y a une visualisation qui fait plus appel à la vision, au sens de la vision, on se voit faire l'action. Et il y a d'autres types de visualisation où on se rappelle des sensations, des sensations du corps, de la position du corps dans l'espace. Et donc il y a une visualisation mentale, une visualisation plus proprioceptive, somesthésique. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est associé à cette visualisation, c'est aussi l'émotion et la motivation qu'on met dans le geste. Et tout ça, ça fait partie quelque part de la préparation pour, comme vous le dites, garder confiance en soi, se concentrer sur les émotions positives et sur les sensations qui nous donnent qui nous font savoir qu'on sait faire le geste. Et c'est rigolo parce qu'on a travaillé avec Hugo Gros, qui est venu me rendre visite à l'ICM, donc qui est boxeur. Et on a fait une petite expérience où il est rentré dans la machine IRM, on a scanné des images de son cerveau, et on lui a fait voir plusieurs types de vidéos. Donc il a visualisé ses combats, donc des combats dans lesquels il lui-même combattait, et bien sûr, comme ils avaient déjà fait, ils savaient quelle était l'issue du match. Donc il y a des combats pour lesquels il avait connu une défaite, et d'autres combats pour lesquels il avait connu une victoire. Et on a fait voir des combats pour lesquels il n'était pas du tout engagé, soit d'autres boxeurs, soit carrément de judoka. Et juste en visualisant ces vidéos, sans faire les gestes, quoi que ce soit, on s'est vraiment rendu compte de la différence de l'état des réseaux cérébraux dans chaque condition. Par exemple, quand il était vraiment impliqué dans l'action, on voyait très bien des zones qui sont très impliquées dans les automatismes moteurs et dans l'implication motrice. Et de même que quand il pouvait anticiper une défaite ou une victoire, c'était accompagné de beaucoup de structures limbiques qui traitent les émotions. Et ces systèmes, bien sûr, communiquent entre eux et sont là pour promouvoir le geste quelque part. Et tandis que pour le combat, quand on avait fait visualiser les combats de judoka, il n'y avait aucun de ces réseaux qui était impliqué. Donc, quelque part, ça donne l'impression que cette histoire de visualisation, ça active tout un réseau cérébral qui est à peu près similaire à celui qui est impliqué dans l'action. Très bien. Cyril, je pense qu'il va vous solliciter pour
pour venir participer à la même expérience avec les vidéos de la défaite, la fameuse défaite. On va passer à un autre aspect très important pour un athlète, c'est ce moment où l'enjeu est au summum pour le sportif, avec la gestion de la pression, notamment. Pour vous, sportif, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans des situations avec une forte pression de rater un geste que vous maîtrisez très bien lors des entraînements, tir au but, raté par exemple, ou d'autres gestes dans votre sport? Cyril. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, en fait, c'était sur mes premiers très très gros combats où il y avait beaucoup de pression. C'est d'avoir une phase de préparation, on va dire, normale, où j'avais le sentiment d'être extrêmement prêt physiquement et techniquement d'un point de vue de ma spécialité qui est la boxe. Et en fait, la pression a fait que le jour du combat, ce dont vous parliez tout à l'heure, en fait, les effets les freins, les dangers, etc., je voyais plus le côté, faut pas prendre de coup, le côté peut-être de ma nature non sportif, on va dire, d'être protecteur avec moi et de ne pas trop prendre d'initiative, qui m'a empêché de prendre des initiatives un jour de gros matchs, et du coup, en fait, d'être uniquement défenseur, et on ne peut pas gagner un combat en étant uniquement défenseur. Et en fait, ces premières grandes défaites comme ça, là, elles ont été très pleines d'apprentissage, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on est des athlètes, pour être performant, en fait, il ne suffit pas d'être fort physiquement, il faut être fort mentalement, il faut être fort émotionnellement. Et je pense que, en fait, on est la résultante de cette verticale la plus basse. C'est-à-dire que si j'ai que 20% de mental, mais que j'ai 100% de physique, j'arriverai sur le ring avec uniquement 20%. Et donc, ça m'a poussé à travailler d'autres verticales avec des psychologues du sport, des préparateurs mentaux, etc. Mais à contrario, il y a 2-3 ans, en fait, il m'est arrivé l'effet inverse. Pour une des premières fois, j'avais un gros enjeu lié au combat, mais qui n'était pas le combat, qui a fait qu'en fait, que j'avais réussi. Du coup, je suis arrivé sur le combat très relâché et très un peu spectateur. Et en fait, ce jour-là, même si le combat s'est bien passé, quand je suis monté sur le ring, j'ai senti que je n'avais pas de niaque, j'ai senti que j'étais un peu absent, parce que j'avais pas de stress. Dès le début en fait, de ma préparation, le jour du match, je voyais que c'était pas le même cérémonial. Je me disais c'est bizarre, j'ai pas d'adrénaline, j'ai pas de peur. Et en fait, en tout cas dans mon cas, je sais que je suis meilleur quand j'ai du stress et quand j'ai de la peur. Et je pense que c'est pour ça que quand on est jeune athlète, on est beaucoup plus fougueux, parce qu'on n'a pas encore vécu suffisamment d'expériences qui peuvent nous renvoyer à des défaites, etc. Et donc on fonce, et au bout d'un moment, on temporise, on essaie de mettre en harmonie tout ça. Mais je pensais par exemple aussi au sport collectif, Anaïs, Thomas. Est-ce que le fait d'être au sein d'une équipe, est-ce que c'est à la fois source de motivation, mais c'est aussi une pression supplémentaire, j'imagine? Oui, non. Enfin, la pression, c'est quoi? C'est la pression de te dire que si tu as une mauvaise exécution, tu as fait perdre ou empêché l'équipe de gagner. Alors, pour se battre contre ça, nous, en France, on parle de motivation. Et j'ai été jouer quelques années en Angleterre, et c'est là où j'ai appris qu'eux avaient une approche un petit peu différente, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur l'exécution des gestes avec un niveau de fatigue important. Parce que généralement, on observe que tu vas peut-être rater ta première passe dans un match parce que tu n'es pas encore, on dit, rentré dedans. Et puis c'est surtout à partir de la 75e, de la 78e, quand tu as un niveau de fatigue important, que tu vas plus facilement rater les gestes. Et que tu dois rester à un niveau d'intensité élevé, puisque c'est les matchs les plus importants, ils se jouent sur des petits détails, puisque ton adversaire est au moins aussi fort que toi. Et donc eux, ils continuent à travailler sur des niveaux d'intensité et de fatigue importants. Ce qui fait que, comme ils ont une approche qui est plutôt très rationnelle, ils se disent, voilà, si je suis capable de réussir 10 passes et d'atteindre 10 fois la cible, après m'être entraîné pendant 2 heures, réussir ce geste-là en match sera probablement plus facile à cette condition. Et c'est comme ça que, en subissant entre guillemets l'influence de ces pratiques anglo-saxonnes, nous on a aussi fait évoluer nos entraînements. Et si vous écoutez par exemple Fabien Galtier, il
vous parle toujours d'entraînement à haute intensité. Et l'entraînement à haute intensité, c'est quoi? C'est simplement un entraînement auquel on va essayer de se rapprocher du niveau d'intensité d'un match. Et donc de reproduire ces gestes dans un niveau de tension et d'intensité physique au moins aussi important, voire plus important idéalement que celui du match. Mathias, je t'ai vu réagir en écoutant Thomas. Tout à l'heure, j'ai écouté Gérard parler du geste au golf et il est revenu cette phrase de Confucius qui était presque aussi sage que Gérard, et qui disait un bon archer doit être à la fois l'arc, la flèche et la cible. Et c'est l'exemple du golf où il faut être à la fois le golfeur, le club, j'imagine, la balle, peut-être le trou, je sais pas. Mais j'ai envie de parler de golf parce que je crois que pour ce problème de craquer sous la pression, il faut distinguer les gestes de précision, enfin, l'effet sur la précision, l'effet de la pression sur la précision et l'effet de la pression sur l'énergie qu'on va mettre dans l'image, dans le geste, etc. Et la pression est délétère d'un côté, mais peut être au contraire très bénéfique de l'autre côté. Et donc je vous raconte une anecdote qui a à voir avec le golf. Pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement vraie, mais elle illustre bien le propos. C'est donc un golfeur professionnel qui est à la fin d'un parcours au 18e trou, il est sur le green, il a un putt d'1,50 m mettons à faire. Mais la partie est serrée, il y a une grosse pression, il ne faut pas qu'il rate sinon il perd. Il prend le club, il tape, il rate. Et là, un spectateur qui est derrière les barrières autour du green dit même moi j'aurais réussi. Et le champion l'entend. Et donc il se tourne vers lui et il dit vas-y viens. Il tend le club comme ça, et donc le petit passe sur l'arrière, on se recule, prend le club, il fait tape le putt, il le met dans le fond. Et là le champion un peu vexé évidemment lui dit non mais attends, c'est pas ça le vrai sport. Je change les règles, je te fais un chèque d'1 million. Si jamais tu vas recommencer, si jamais tu le mets dans le trou, je te donne 1 million, et sinon je te donne rien du tout. Donc en fait il le met dans une situation à fort enjeu. Et l'amateur prend le club, retente et rate. Donc c'est ça en fait l'effet de l'enjeu sur la précision du geste au club de golf. Je crois qu'il y avait une autre anecdote, c'est toi, Isabelle, qui me l'avait une anecdote made in Isabelle Rolex. Tiger Woods, tu me corriges si je me trompe, faisait confiance à son caddy pour lui tendre le club qu'il fallait au moment du dernier putt, c'est ça? Et donc il ne regardait même pas quel club le caddy avait choisi, mais il le prenait en toute confiance avant de frapper. Et donc au moins sur l'une des fois, le caddy lui a déclaré après coup qu'il avait fait exprès de prendre un club un peu plus tendre apparemment, qui allait un peu moins loin, parce qu'il savait que la pression était telle qu'il allait taper trop fort. Donc ça m'amène à ce que je voulais dire. Ce qu'on a fait sur notre expérience en fait, donc l'effet de la motivation sur la précision d'un putt au golf. Donc on voit effectivement que si on donne trop d'argent, comme dans l'anecdote, si on monte trop les enjeux, les gens ont tendance à rater. Et en fait, quand on analyse les paramètres cinématiques du geste, du club et de la balle, on s'aperçoit qu'il rate parce qu'il tape trop fort, tout bêtement. Et c'est parce qu'il y a un mécanisme un peu ancestral dans le cerveau qui fait qu'il y a plus d'enjeux, je mets plus d'énergie dans mes mouvements, dans mes muscles. Et c'est adapté évidemment parce que s'il faut échapper à un prédateur, il y a intérêt à courir vite. Mais dans le monde moderne et dans les sports de précision comme le golf, ça peut nous faire rater dans des situations de forte pression. Ça veut dire que la boxe, c'est très bien. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que dans les sports où il faut mettre la gueule, ou pour le sprint, mais encore pour le sprint, la quantité technique. Mais peut-être pour la golf, pour la boxe, effectivement, avoir ce mécanisme-là, je suis ultra motivé, ça amène à taper plus fort, et dans ce cas, ça peut être adapté. Je te montrerai d'augmenter alors. Dans tous les cas, il faut demander à être augmenté. Cécile, sur la pression, ou professeur Sayer? Demandez à Anaïs par exemple, est-ce qu'il y a un entraînement justement pour être en condition sous pression comme ça? C'est-à-dire que l'équipe gagne 4-0 et il y a un penalty à tirer, et on tire un penalty, ou bien l'équipe est à 0-0 et c'est le penalty qui va décider de la victoire. La pression n'est pas la même. Est-ce qu'il y a des entraînements sous pression, ou bien sous milieu hostile parce qu'on joue à l'extérieur, c'est un hurlement dès qu'on touche le ballon, des choses comme ça? On a souvent été mis en situation de pression, où des coéquipiers, quand je tirais un penalty, criaient pour que je sois un peu déstabilisée, mais je pense que la pression ne sera jamais comme la pression qu'on a en
un match. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais que on a souvent fait des exercices de taille et la pression n'est jamais la même. On est tout le temps plus à l'aise, on est à l'entraînement, on est dans la facilité un peu. Du coup, j'ai jamais été dans ce sentiment où je me disais la pression elle est forte, je vais louper ou non, l'entraînement. C'est la même chose au rugby où Wilkinson ou Ramos dire s'il gagne une paire, ça passe à la seconde. Elle est amusante cette question parce que nous, le français, il va dire l'enjeu, machin, on va se motiver un petit peu et puis on va passer le truc. Et l'anglais, lui, il analyse. J'ai dit tout à l'heure, il est rationnel, il est méthodique. Donc, ce que je parlais tout à l'heure de Wilkinson, il a mis en 2003 le drop en prolongation qui a permis à l'Angleterre de gagner la Coupe du Monde en Australie. Et tout le monde a dit, c'est incroyable, c'est une inspiration de génie. Et des années après, il a expliqué qu'en fait, c'était pas du tout une inspiration. C'est que dans le cadre de leur entraînement, ils avaient imaginé tous les scénarios. Ils menaient de 20 points, ils contrôlaient le match, etc. Ils étaient menés, ils allaient jouer comme ça, ils allaient en prolongation, et que s'ils avaient une opportunité en prolongation, qui restait quelques minutes à jouer avec un lancement de jeu dans cette partie du terrain, ils allaient faire exactement ça. Et ils ont répété. Tous les scénarios, tous les différents scénarios, et le jour de la finale, ça s'est produit, et en fait, il a répété une situation et une tâche qu'il avait déjà effectuée 100 fois à l'entraînement. Alors il a réussi. C'est là où il y a le génie. Mais il n'était pas dans une forme d'improvisation ou de réaction qui correspondait en plus à la culture de chez nous, latine, française. Lui, il était dans un plan qu'il avait imaginé à l'avance et qu'il a appliqué. Intéressant, oui. Cécile, comment on fait baisser la pression en fait? Faire baisser la pression, je pense qu'on peut avoir recours à plein de possibilités, comme par exemple, Anaïs en parlait aussi tout à l'heure, c'est la visualisation. Déjà, c'est de se rassurer dans les matchs où il y a beaucoup d'enjeux qu'on peut faire comme on faisait à l'entraînement et prendre confiance en soi et essayer d'ignorer la pression. Et ça passe un petit peu par des nouvelles, je crois que l'UNICEF utilise beaucoup ces techniques-là maintenant avec le mindfulness, avec des théories qui mettent en jeu la respiration, des respirations particulières, pour rester dans l'instant et faire passer les pensées négatives qui arrivent et laisser s'échapper, on va dire, pour rester dans l'ici et maintenant, dans le bien-être en fait. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. Et le parallèle avec les patients sur cette question du bienfait du sport et du yoga, par exemple. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup d'essais cliniques qui mettent en jeu, par exemple, je pense à la maladie de Parkinson, où on a une dégénérescence des neurones dopaminergiques et un déclin assez rapide des fonctions motrices et aussi de la motivation. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis, en Inde, ça commence ici aussi en France, qui montrent que la pratique d'un exercice cardio ou alors même d'exercice de yoga, de mindfulness, peuvent ralentir l'évolution de la maladie. Et notamment, ça passe aussi par ces états de pleine conscience, des perceptions du corps, des sensations du corps, et s'entourer de beaucoup de positivisme pour être bien dans sa peau, en fait. Et donc, en effet, même pour les situations de stress, on montre aussi que dans les derniers travaux, il y a quelques années, le stress peut même être un accélérateur de l'évolution de la maladie de Parkinson, par exemple. Et donc, préserver du stress en utilisant ce genre de technique peut être une solution pour ralentir l'évolution de la maladie. Très bien. Avant de vous laisser la parole, je voudrais, pour terminer un peu cette première partie, nous devions ce soir avoir le témoignage d'un athlète, d'un joueur de cécifoot, qui, comme je vous l'ai dit, a été appelé à une préparation supplémentaire de dernière minute dans le cadre des JO paralympiques. Et on souhaitait aborder la thématique de la plasticité cérébrale. Pour aborder la thématique handisport et plasticité cérébrale. Même si ce dernier n'est pas présent, Cécile, pouvez-vous nous en
parler, car cela montre une capacité incroyable du cerveau. Question du cerveau plastique. Oui, tout à fait. Après, quand on perd l'usage d'une fonction, c'est vrai que le cerveau est très fort pour se réorganiser. Moi, je pense juste par exemple à la surface du cortex moteur, on a la représentation de tout le corps qui est présente. Et donc, quand on perd par exemple l'usage d'une jambe, d'un bras, cet espace est réutilisé pour contrôler soit d'autres gestes, ou soit pour récupérer. Et par exemple, il y a beaucoup de travaux maintenant qui utilisent l'interface homme-machine pour essayer, grâce à l'activité cérébrale et grâce à la simulation on parlait de la visualisation des gestes, contrôler par exemple un bras mécanique. Juste parce que voilà, on peut isoler l'activité du cortex par exemple moteur et le transmettre par exemple à des bras artificiels. Mais au-delà de ça, je pense qu'aussi quand on a une capacité altérée, ça aussi permet aux autres capacités de se développer encore plus. Comme par exemple chez les joueurs de cécifoot, des capacités auditives de représentation du corps dans l'espace, de pouvoir sans voir ses adversaires ou ses partenaires, avoir une carte mentale de où se trouve chacun des joueurs, c'est extraordinaire là-dessus. Mathias? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Cécile. Donc c'est très vrai, je peux juste donner d'autres exemples peut-être, mais on sait effectivement dans le cas de la cécité que les régions cérébrales qui sont normalement dédiées à la vision ou à la lecture par exemple vont accomplir d'autres fonctions. Et tu parlais des interfaces aux machines. Dans certains cas, on a essayé c'est une forme de prothèse où vous avez une caméra attachée au corps, embarquée en quelque sorte, qui, selon la scène visuelle, l'intensité lumineuse sur chacun des pixels de la caméra, va reproduire des stimulations tactiles dans le dos avec des petits picots que le patient a dans le dos. Et en fait, les régions qui normalement représentaient la scène visuelle, dans un cerveau qui n'est pas altéré, se mettait à représenter la scène visuelle à partir d'entrées tactiles par stimulation qu'il y avait dans le dos. Donc, c'est ça que ça veut dire. En fait, plastique, c'est un mot un peu bizarre, ça vient de la physique. Ça veut dire que en matériel plastique, quand il se déforme, il change de forme, donc il ne revient pas. Ça se pose être utile. Et c'est ça qui se passe. Donc, il y a tas d'exemples de plasticité incroyable dans le cerveau. Et même à l'âge adulte, j'ai envie de. Il faut souligner parce qu'il y a un dogme qui a fait très longtemps, comme quoi, à un certain âge, on ne faisait plus que perdre les neurones, que tout se fusait avec ce qui est fini. C'est pas vrai du tout. Le cerveau reste très plastique jusqu'à un âge très avancé. Professeur, vous vouliez compléter? Non, il y a plein d'exemples. Il y a un exemple que vous pouvez regarder sur YouTube, c'est un tétraplégique qui n'a pas de mouvement des bras et des jambes et qui conduit une voiture de Formule 3 ou Formule 4. On lui a appris 4 mouvements, 4 ordres, puis on a intégré dans l'électroencéphalogramme, je raconte ça un peu de façon très schématique, accélérer, freiner, tourner à droite, tourner à gauche. Et en entraînant cet ordinateur, eh bien, il pense, et puis l'ordinateur fait le nécessaire, la voiture part, et puis ensuite il y a des capteurs qui font que s'il dit tourner à gauche, c'est passé entre 0 et 90 degrés, et c'est des capteurs de la voiture, comme dans vos voitures, qui règlent le tir. Et c'est pour vous dire qu'il y a une vraie interface machine qui permet de façon extraordinaire de donner à la pensée la possibilité de faire marcher un certain nombre d'éléments alors que vous êtes complètement paralysé. C'est poussé à l'extrême dans ce cas-là, mais chez un certain nombre de handicapés plus légers, c'est également possible. C'est impressionnant. Cécile, l'apprentissage d'une activité motrice comme jouer au piano ou taper dans une balle de golf met en jeu la plasticité du cerveau et entraîne des changements structurels et fonctionnels. Avez-vous observé ces modifications dans votre équipe? Alors, quand on étudie, je me suis intéressée plus dernièrement aux sportifs de haut niveau comme modèle d'expertise, parce que finalement, on peut regarder la motricité comme ça sur un continuum où on a un centre de continuum où tout va
va bien, où on a toutes nos capacités, dans le sens où on a une maladie neurologique, où on perd certaines capacités, comme des capacités d'extérité ou les dystoniques par exemple, qui n'arrivent plus à jouer du piano. Et quand on les entraîne sur une autre tâche, des personnes qui utilisent leur voix pour pianoter des séquences, on s'aperçoit qu'en fait ils ont des problèmes de communication dans des régions qui représentent l'action, le geste appris, qui sont les régions pariétales, et des régions prémotrices qui exécutent le geste de manière très fine. Et donc ça peut être des mécanismes d'apprentissage anormaux, on va dire, qui nous font dire que chez le sportif de niveau, s'ils apprennent des choses aussi avec autant d'expertise et de fluidité, ça peut venir d'une communication très fluide, on va dire, entre ces deux professionnels. Et c'est vrai qu'en fonction des types de contrôle, de tâches motrices qu'on veut faire progresser, qu'on va apprendre, ça va utiliser ça va ajouter des régions complètement différentes. Donc là, je parlais des concepts de séquence avec des zones profondes comme le striatum et le cortex, mais le cervelet est là en général pour s'adapter aux situations changeantes. Comme je disais tout à l'heure, pour exemple, quand on connaît le geste, on n'a pas besoin d'apprendre un geste différent, il faut quand même s'adapter aux conditions changeantes de l'environnement. Là, le cervelet a un rôle très très important. Merci. On vient donc de terminer cette première partie. Je propose d'applaudir nos intervenants. Juste avant de vous laisser la parole, on va distribuer les micros. Je voudrais remercier Thomas qui doit nous quitter parce qu'il a un impératif et je voudrais vraiment le remercier sincèrement de sa participation, de son témoignage, de ses éclairages qui ont été très intéressants. Merci beaucoup. Bien, la parole est à vous. On a abordé différents sujets au cours de cette table ronde. Il y en a encore beaucoup d'autres que nous aurions pu aussi aborder. C'est peut-être l'occasion dans les questions que vous avez posées de pouvoir revenir soit sur des thématiques que nous avons abordées, soit sur d'autres sujets. La parole est à vous. C'est au sujet de la moelle épinière et des cellules souches injectées dans la moelle épinière. Je sais que depuis une dizaine d'années, il y a eu des déceptions après des espoirs, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Mais je voulais savoir votre sentiment aujourd'hui, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, pour le lien cellules souches, moelle épinière. Je crois que vous avez posé la question et fait la réponse. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne peux pas vous répondre de façon très précise, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus il y a un certain nombre d'années. Je crois qu'on est absolument au même stade et que ce n'est pas dans cette direction-là que l'on va pour faire progresser les paraplégiques et tétraplégiques. C'est plutôt sur une interface machine, c'est surtout sur un autre système, un autre qu'on travaille à la pétrie justement à l'ICM. Mais c'est pas sur. C'est peut-être une voie, mais pas pour l'instant. Donc c'est par un ordinateur extérieur au corps, c'est ça? Oui. Comme par la pensée, il y a des systèmes de bypass qui passent à distance de la lésion. Il y avait une question ici. Bonsoir à tous et merci pour vos interventions extrêmement intéressantes. Je voulais revenir moi surtout au côté des commotions cérébrales que l'on retrouve énormément chez les sportifs, surtout le contact qu'on peut retrouver en boxe ou en rugby. Je voulais savoir si avec ces coups répétés, on avait également le côté plasticité cérébrale qui se mettait en place derrière avec ces lésions, donc des cellules qui malheureusement ne revivent plus, mais la création de nouveaux circuits neuronaux qui pourraient avoir un impact sur
le développement de nouvelles capacités, comme c'est le cas chez les sports. Mathias. Mais effectivement, c'est un sujet important. En fait, il y a des tas de données qui montrent que les capacités, ce qu'on appelle les capacités cognitives, intellectuelles ou mentales, effectivement, prennent un coup, au sens figuré. Dans une commotion cérébrale, on a pu mesurer l'effet des KO en boxe. On a même pu mesurer l'effet des têtes au foot. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de têtes qu'on a fait dans sa carrière de footballeur, on n'a pas le même impact sur le cerveau. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Le côté positif, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est que, encore une fois, le cerveau est plastique. On a affaire à un cerveau jeune chez les sportifs en début au milieu de carrière, en fin de carrière. Et donc, je n'ai pas de données très précises et de conclusions très précises à vous donner, mais simplement le mécanisme général, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, quand la commotion est légère, quand c'est juste un peu sur la tête, ce n'est pas évidemment du tout la même chose dans un trauma crânien qui mène à l'hôpital. Le cerveau récupère les fonctions cognitives. Il y a toujours des façons de récupérer, par exemple, beaucoup de fonctions sont en fait redondantes dans le cerveau, on a deux hémisphères. Très souvent, quand il y a une atteinte d'une région dans un hémisphère, la région qui est homologue, c'est-à-dire symétrique dans l'autre hémisphère, peut prendre le relais. Donc, le cerveau a plus d'une corde à son arc, si j'ose dire, il peut trouver plein de façons de faire la même chose. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus enlever la moitié du cerveau sans espérant qu'il va se remettre. Encore que j'ai vu une fois un cerveau de polytechnicien qui avait des ventricules énormes, tellement qu'on avait l'impression qu'il était rempli d'eau. Mais là, c'est un petit peu différent parce que c'est pas un coup qui est arrivé à l'âge adulte, c'est un cerveau qui s'est développé comme ça en fait depuis l'enfance. Ça change tout en fait. Quand le cerveau se développe avec une anomalie. Mais les gens ne croyaient pas. C'est-à-dire que je me souviens de ce cerveau qu'on montrait en congrès et on voyait deux énormes ventricules, donc c'est greffé au milieu du cerveau, il y a le liquide céphalorachidien. On disait, mais c'est pas possible que cette personne pense. Et non seulement elle pensait très bien, elle parlait très bien, et était à l'école politique. Il y a certaines régions du cerveau, moi je suis un petit peu biaisée parce que je suis très intéressée par le cervelet, donc c'est un petit cerveau qui est en dessous du grand cerveau. Et dans les cas de, en tout cas, je ne connais pas trop les cas de commotion cérébrale qui sont liés à un choc ou à la pratique d'un sport. Mais ce cervelet, il a une réserve qui est assez extraordinaire et qui peut compenser, exactement dans le même esprit que Mathias suggérait, qui peut compenser des déficits qui soient situés ailleurs dans des structures assez vastes, mais aussi dans des structures corticales. Donc il y a cette sorte de réserve qui aussi intervient dans les mécanismes, par exemple de maladies neurodégénératives, et qui permettent de maintenir un état de performance cognitive ou motrice de manière stable, malgré le fait que certaines zones sont altérées. Il y a des questions de ce côté-là de la salle. Allez-y. Tout à l'heure, vous parliez du cerveau et du traitement d'informations différentes qui ne relevaient pas de la question de la génétique. Qu'en serait-il concernant la question de l'héritabilité et précisément, faites-vous un lien entre les cerveaux à haut potentiel et les cerveaux de sportifs à haut niveau? Cerveau de sportif et haut potentiel, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous faites un lien? Cécile. Sympa, Mathias, merci. Cécile a les deux à la fois, donc je vais répondre. C'est une question difficile. Pour ça, il faudrait avoir, si on se place du point de vue neuroscientifique, des données longitudinales, on va dire, sur des sportifs très jeunes et savoir si un diagnostic, par exemple, de haut potentiel s'accompagne de performances supérieures dans le sport.
où on différencie des sports qui sont en milieu stabilisé, où il y a beaucoup de répétitions motrices, où il faut une motivation très importante pour répéter beaucoup de fois le geste. Et donc on se base beaucoup sur la mémoire de ce geste. Donc peut-être que les personnes qui ont un haut potentiel sont plus capables d'automatiser des gestes et de les stocker dans les structures comme le striatum. Et au-delà de ça, pour les sports collectifs, peut-être que ces personnes à haut potentiel, elles ont du coup beaucoup de capacité d'attention, et que même si les automatismes ne sont pas complètement bien ancrés dans les structures profondes, malgré tout, elles peuvent peut-être déceler des informations et les utiliser de manière plus efficace dans l'environnement. Mais je spécule complètement parce que j'ai aucune donnée pour répondre scientifiquement à la question. Non, mais pas mieux en fait, donc ta réponse honnête, et je ne sais pas. Mais je suppose qu'il doit y avoir des données épidémiques, en fait, il faut regarder, je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, il y a peut-être des études épidémiaux sur le lien entre carrière sportive et le potentiel. Je ne les vois pas. En tout cas, il y a des liens. Il y a un lien qui est fait par les études de santé publique qui ont pris, je crois, une cinquantaine de pays chez des enfants qui sont au collège et qui ont mis en parallèle leur niveau sportif, leur nombre, pardon, leur niveau sportif, leur activité sportive, combien de temps ils font de sport par semaine, et leur capacité en mathématiques. C'est strictement parallèle. L'un est tout à fait dépendant de l'autre, et par charité chrétienne, je ne vous donnerai pas le niveau de la France. Mais malheureusement, c'est vrai, je ne vous donnerai pas, mais... Et ce parallélisme est vraiment très impressionnant. Niveau activité sportive, niveau de mathématiques. Et là-dessus, je peux peut-être rebondir parce qu'il y a beaucoup de pratiques, en fait, de pratiques régulières qui, en quelque sorte, musclent les capacités de contrôle. Tout à l'heure, je parlais de ces régions du cortex préfrontal qui permettent de surmonter les efforts, les obstacles, etc., pour arriver à des buts à long terme. En fait, là encore, elles sont plastiques. Donc, si on ne s'en sert pas, elles ont tendance à fondre. Les chercheuses américaines disaient use it or lose it. Donc, si on n'utilise pas, on a tendance à les perdre. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, au fond, dans un sens positif, on peut muscler son cortex préfrontal si on l'utilise. Et en fait, les pratiques régulières chez les enfants, faire ses devoirs, s'investir à l'école, c'est une chose, s'investir dans une pratique sportive, c'est autre chose, apprendre un instrument de musique, c'est autre chose. Toutes ces pratiques, en fait, où on fait des efforts pour arriver à certains résultats, musclent ses capacités du cortex préfrontal, et tous ces sports sont corrélés, en fait. Donc c'est vrai pour les maths et le sport, mais c'est vrai aussi pour la musique et le sport. Madame, deuxième rang. Bonsoir. Quand vous avez posé la question sur faire baisser la pression, vous avez parlé de la respiration. Moi, la respiration m'intéresse beaucoup et je me demandais si au niveau du sport, vous aviez fait des expérimentations ou un apprentissage différent, de gérer sa respiration différemment pour obtenir des résultats supérieurs. Et quelle différence qu'est-ce qui intervient spécifiquement entre le cortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien? Merci Cécile. Merci pour cette question, c'est très intéressant. Nous, avec les techniques d'enregistrement qu'on utilise, malheureusement pour l'instant, on n'a pas pu travailler de manière très précise sur la respiration, parce qu'une fois que les gens sont allongés dans la machine IRM, en général, on fait tout pour ne pas qu'ils bougent leur tête. Et c'est vrai que quand on gonfle les poumons et qu'on travaille sur la respiration, c'est dur de ne pas avoir des mouvements de tête qui sont corrélés à la respiration. Maintenant, il y a des possibilités peut-être d'utiliser d'autres techniques où les mouvements de tête ne sont pas si importants. Par contre, on va perdre en résolution spatiale. Et notamment, si on est intéressé par les zones profondes comme les régions limbiques, en utilisant de l'EEG par exemple, c'est beaucoup plus difficile de localiser l'activité dans les structures profondes. Donc je pense que d'abord, il faut commencer par des tests comportementaux pour voir déjà l'effet de la respiration sur les performances et la gestion du stress, et après avancer dans un programme de recherche qui viserait à regarder qu'est-ce qui se passe, le lien entre respiration et bien-être et performance est très intéressant. Mais est-ce que les sportifs qui sont ici
respiration et maîtrisent leur respiration différemment pour progresser. Est-ce que vous avez la conscience de votre respiration? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des exercices, je crois qu'on appelle de cohérence cardiaque, qui en fait vont avoir un effet sur justement par exemple le stress, la peur. Avant de monter sur un combat, on peut avoir du stress et de l'appréhension. Et en fait, on n'est jamais conscient de sa respiration. C'est rare, parce que c'est quelque chose de tellement mécanique qu'on n'y pense pas. Et lorsque on fait du coup de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire on pose l'attention sur sa respiration, on se concentre, on fait par exemple 4 temps d'inspiration, 4 temps de blocage, 4 temps d'expiration, etc. Le cerveau est concentré sur cette action-là, ce qui fait qu'en fait, pendant cette période-là, toutes les pensées négatives, toutes les peurs, tout le stress que vous avez, il va avoir tendance, je pense, à s'évacuer. Et ce qui fait qu'en fait, au bout de quelques minutes, dans cette thérapie de cohérence cardiaque, votre passage de stress, il est nettement diminué. Donc, et vous avez, je crois, l'effet inverse qui est l'hyperventilation, où vous allez activer, et là, vous allez plus vous gonfler à bloc. Et donc, oui, technique de respiration. En allongeant la respiration, on obtient un peu de le souffle. On est un peu dans la méditation, en quelque sorte. Je ne suis pas expert en méditation. Je veux dire, relaxation. Le stress, quoi. En tout cas, oui, là, cet état de respiration, cette attention sur la respiration va diminuer le stress. Merci. On a une question derrière, mademoiselle. Il y a 2 personnes. Moi, je me posais la question, est-ce que vous avez étudié la différence entre ceux qui faisaient un sport individuel, les sportifs de haut niveau en sport individuel, et les sportifs de haut niveau en sport collectif? Parce que je pense que ça doit changer en termes de modification sur ça. C'est une très bonne question, mais je n'ai pas de réponse. Non, mais il y a un moment, il faut dire honnêtement quand même qu'on est au début en fait, des connaissances sur le cerveau. Surtout pour les capacités, enfin les fonctions, on va dire, de haut niveau. Et ce que je veux dire par haut niveau, c'est entre ce qui est perceptif et moteur. C'est-à-dire qu'en gros, on commence à comprendre raisonnablement comment le cerveau voit, entend, donc les capacités perceptives. On commence à comprendre raisonnablement comment on produit des mouvements, donc du côté moteur. Tout ce qui se passe entre les deux, et qui est le plus intéressant, je suis d'accord avec vous. En fait, c'est pas grand-chose. Et donc en fait, il y a plein de questions qui sont des questions super intéressantes auxquelles on n'a pas de réponse, sauf si Cécile a peut-être une réponse suspecte. Moi, je dirais que c'est très compliqué en général, bien sûr, quand on travaille en neuroimagerie, par exemple, il nous faut au moins 25 personnes par groupe pour pouvoir comparer de manière efficace et obtenir des résultats qui veulent dire quelque chose. Et dans le cas des sports individuels ou des sports collectifs, je pense que déjà, ce sont des groupes tellement différents qu'on est sûr, en fait, d'obtenir des différences. Après, à quoi sont dues ces différences? Ça va être difficile à isoler. D'autant plus que nous, quand on fait des expériences, c'est des expériences qui sont très stéréotypées. Comme disait Mathias tout à l'heure, c'est des paramètres qui sont très contrôlés. Et donc, on pourrait imaginer des protocoles, mais alors j'ai aucune vision de qu'est-ce que ça pourrait donner. Moi, ce que je sais, c'est que aux États-Unis, ils ont fait quand même pas mal de recherches, par exemple, sur les sports co et sur les footballeuses professionnelles. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils leur faisaient visionner des vidéos de situations de jeu et ils leur faisaient faire des pronostics sur comment l'action allait évoluer. Et ils ont comparé des joueuses professionnelles avec des joueuses plutôt amatrices, on dit. Et ils ont vu que les joueuses professionnelles, elles activaient beaucoup leur cervelet et que ce cervelet était impliqué dans l'anticipation du résultat. Il était très impliqué dans justement déceler peut-être des indices dans l'action qui permettent de prédire ce qui va se passer ensuite. Alors que je pense que pour les sports individuels, où il y a besoin de moins d'anticipation comme ça, de lecture de jeu, je ne pense pas que s'engageraient les mêmes réseaux, parce que si on leur faisait voir des vidéos comme ça qui représentent des actions de jeu, ça ne ferait pas sens pour ce groupe-là.
Et c'est un peu ce qu'on a vu avec Hugo, par exemple, où, quand on lui a fait voir des vidéos de judoka, par exemple, il n'y avait que les aires visuelles qui étaient impliquées dans regarder le film, et pour lui, ça faisait vraiment pas sens, donc on n'avait pas toutes ces structures motrices, limbiques et cérébelleuses. Voilà. Merci Cécile. On va prendre 2 dernières questions. Là-bas sur la gauche, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Voilà. On va prendre ces 2 dernières questions. Terminées. Bonsoir. Donc ça va rejoindre il y a des liens avec des questions qui ont été posées précédemment. Mais vous avez commencé par demander si le cerveau du sportif était différent du cerveau des autres personnes. Mais à l'inverse, est-ce que des cerveaux de personnes peuvent être détectés comme étant potentiellement sportives? Je pense par exemple aux recherches sur le TDAH, enfin sur le trouble déficit de l'attention et l'hyperactivité, où là ça rejoint les malades de Parkinson, où on va chercher de la dopamine. Est-ce qu'il y a des gens, du coup un public, à qui on doit recommander de faire plus de sport, une intensité plus élevée, en tout cas de sport, parce que c'est juste bon pour leur cerveau? Mathias? Si j'ai bien suivi, en fait, vous avez posé 2 questions différentes. Une question, c'est est-ce qu'on peut repérer, si dans l'enfance, ceux qui viendront plus tard des grands sportifs, simplement en regardant leur cerveau? Et je crois que la réponse à cette question est non. Et on ne sait pas faire ce genre de prédiction. Et l'autre question, c'est... Excusez-moi, c'est pas du tout une prédiction, c'est savoir si, en termes de recommandations, si on est kiné ou soignant, si on peut recommander à des personnes qu'on a comme ça de faire du sport, en fait, qui n'auraient pas forcément une appétence pour ça, mais le mouvement c'est bon pour tout le monde, mais est-ce qu'il y en a pour qui vraiment c'est indispensable? C'est pas une prédisposition enfant, hein, je parle aussi des adultes. C'est-à-dire des gens à qui le sport bénéficierait? Oui, par exemple, parce qu'ils ont un déficit en dopamine. Alors, il faudrait peut-être demander à un clinicien comme Gérard. Donc, je ne sais pas ce que j'ai envie de répondre, mais c'est un peu trivial et vous savez aussi bien que moi, c'est que en fait, les médecins conseillent la pratique sportive sur un tas de critères physiologiques liés à l'indice de masse corporelle, au diabète, au cholestérol, à la pression artérielle. Il y a des tas de marqueurs physiologiques qui sont des bonnes indications pour la prescription d'une pratique sportive. À ma connaissance, il n'y a pas de marqueurs aussi spécifiques que ce à quoi vous pensez dans le cerveau, c'est-à-dire on voit dans le cerveau un manque de dopamine. De parenthèse, on ne peut pas d'ailleurs voir dans le cerveau un manque de dopamine. Parce que c'est un noyau tout petit. Pardon, mais c'est parce qu'en fait, ils ont repéré qu'il y avait un certain nombre d'athlètes de haut niveau qui souffraient de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. C'est pour ça. Il y a un lien, apparemment. Oui, mais à mon sens, le meilleur test pour détecter un trouble de l'attention, c'est encore d'interroger la personne, d'interroger l'entourage, de voir son comportement, plutôt que de regarder directement dans le cerveau, parce qu'on n'a pas encore les techniques de détection. Non, mais là, je ne demande pas de regarder dans son cerveau, mais sur l'effet, en fait, sur la recommandation de faire du mouvement ou pas plus pour ces personnes-là. Je suis désolée, hein, c'est pas une cartographie du cerveau que je vous demande, et certainement de pas de faire des gens des cobayes, mais si on peut les orienter, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut recommander au TDAH de faire du sport, c'est ça la question? Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des profils, le TDAH c'est un exemple, mais est-ce qu'il y a des profils, par exemple, ça peut être aussi les malades de Parkinson, ça peut être comme la dame le demandait, les hauts potentiels, est-ce que vous avez repéré des profils plus sportifs que d'autres? Je sens que je vais encore décevoir un peu. Non, mais je crois que si vous demandez à 500 personnes, vous leur faites tous faire du violon, vous allez voir que sur les 500, il y en a 2 ou 3 qui vont devenir très grands violonistes. Je ferai la même réponse pour le sport. Vous faites faire du sport à tout le monde, ce qui devrait être le cas, et puis vous allez voir qu'ils vont devenir des sportifs, soit par appétence, soit parce qu'ils ont la motivation, soit parce que c'est peut-être une nécessité. Je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais je pense qu'ils vont se découvrir comme ça. Et pour répondre à votre question, je pense qu'on ne peut pas vous répondre formellement. Un tel, il faudrait qu'il fasse plus de sport qu'un autre. Ça, je crois.
On va passer à la dernière question, madame. Oui, merci pour vos interventions. Alors, j'ai une question plus ciblée parasport. Vous avez dans le parasport évoqué la question du handicap physique et visuel. Vous n'avez pas évoqué, et j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu, la question de la déficience intellectuelle, puisque vous savez que certains sportifs avec déficience intellectuelle vont aux Jeux paralympiques. Et j'aimerais savoir, alors on le constate avec un regard clinique, on voit bien que le handicap fonctionnel, avec une pratique du sport, une pratique intensive, se réduit. Mais j'aimerais savoir si en termes de neurosciences et d'imagerie, vous aviez cherché un petit peu plus pour voir comment le cortex se comportait et ce qui se passait avec les personnes en déficience intellectuelle. J'ai cherché des publications, j'en ai pas trouvé. C'est pour ça que je vous ai. Merci. Qui veut répondre? Non, honnêtement, il devait y avoir également un garçon qui s'appelle le professeur François Jeunet, que vous connaissez peut-être, qui est à Garches et qui est très spécialisé dans le sport et dans le handisport, aussi bien physique que d'origine mentale, et qui pourrait vous répondre, et à qui il faut évidemment la question, mais on faut parler que ce qu'on connaît, je ne peux pas vous répondre, je ne connais pas. Mais François Jeunet s'intéresse beaucoup à ça, il fait venir ce soir, et puis il n'a pas. À votre niveau, vous n'avez pas fait de cohorte de personnes avec déficience intellectuelle, c'est ça ma question. Pas à l'Institut du cerveau. Je pense qu'il en a, lui. Merci. Vous avez bien compris qu'au sujet du cerveau, il y a beaucoup de thématiques, d'approches problématiques et que, voilà, on a abordé ici un certain nombre de thématiques, mais elles ne sont pas exhaustives et qu'il y a aussi beaucoup d'autres scientifiques qui interviennent sur ces autres sujets et on recommande d'ouvrir aussi le site internet, des sites internet, pour aller un peu plus loin, voire même d'interroger l'Institut du cerveau, si vous voulez qu'on vous mette en relation. Pour conclure, je vais laisser la parole au professeur Gérard Saillant, pour qu'il vous parle notamment d'une opération un peu spéciale que nous organisons au mois de septembre. Non, je voudrais vous remercier tous d'être venus et d'avoir participé à cette réunion, et de remercier le groupe Astor Mutualité qui nous a beaucoup aidés, et puis tous ceux qui ont organisé, Jean-Louis et toute l'équipe qui a organisé ça, ainsi que les membres qui ont participé. Je crois qu'il ressort que le sportif est un animal expérimental extraordinaire pour le cerveau, parce qu'il amplifie un certain nombre de données que l'on a scientifiquement, que l'on connaît bien, et c'est véritablement extrêmement intéressant de travailler avec des sportifs sur ces aspects aussi bien de coordination, d'entraînement, d'apprentissage, de motivation, de dépression et autres. Et je crois que c'est vraiment très très intéressant. Les neurosciences peuvent apporter au sportif, mais que le sportif apporte beaucoup également aux neurosciences. On a parlé beaucoup des sportifs de haut niveau. Je pense qu'il faut également parler des sportifs de bas niveau, et que je vous le disais tout à l'heure avec cette comparaison avec le niveau de mathématiques et le niveau sportif. On est dans l'année olympique, c'est la grande cause nationale qui a été décrétée pour 2024, et manifestement le sport est un élément très intéressant pour la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Et la santé sociale qui est vraiment essentielle, on s'en rend compte actuellement. Et donc je crois que le fait qu'on fasse du sport est un élément primordial pour tout le monde, et on se bat pour qu'il y ait 30 minutes d'activité physique par jour. 30 minutes par jour, vous savez ce que ça représente, c'est 2% de votre vie, c'est 2% de la journée, 2%, pardon. Donc si on ne peut pas consacrer 2% de sa vie à son corps avec lequel on est un peu forcé de vivre jusqu'à la fin de ses jours, c'est à désespérer. Et donc dans le domaine de la prévention, c'est quelque chose d'absolument essentiel avec la nutrition. On voit maintenant des diabétiques à 25-30 ans, on parle des problèmes cardiaques, on parle des problèmes d'obésité, mais vous savez qu'également le sport, c'est la prévention du cancer du côlon chez l'homme, des récidives du cancer du sein chez la femme, et de certain nombre de problèmes neurologiques, comme on l'a montré, comme on l'a discuté tout à l'heure. Donc je crois que c'est absolument essentiel, et c'est dans ce cadre-là que l'Institut du cerveau organise les foulées du cortex. Je crois que c'est du 10 au 21 septembre prochain. Alors, ça peut paraître compliqué, mais même moi qui n'y connais rien, qui ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'ai à peu près compris. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire, pour ceux qui veulent, on va vous expliquer auprès de l'équipe de Jean-Louis.
Vous prenez un dossard, on vous donne une application que vous mettez sur votre téléphone ou sur votre montre, et entre le 10 et le 21 septembre, tous les pas que vous ferez, tous les kilomètres que vous ferez, eh bien, serviront, si vous l'acceptez, si vous le voulez, à abonder les finances de l'ICM. C'est-à-dire que pour 1 kilomètre que vous ferez pour aller chercher le pain, pour courir, pour ce que vous voulez, ce sera 1 euro pour l'ICM. Et vous dites, eh bien, je signe pour faire 10 km pendant les 10 jours. Ou bien je signe pour faire 30 km pendant les 10 jours. Et vous aurez un objectif pour faire ces 10 km ou ces 30 km. Si vous les dépassez, rassurez-vous, on ne vous demandera pas un supplément. Et vous pourrez le donner, car on est aidé par le Crédit Mutuel National Nord-Européen qui nous finance également et qui financera ce complément. Donc n'hésitez pas à dépasser les objectifs que vous fixez. Ça s'appelle les foulées du cortex. Vous regardez sur Internet, sur le site, et puis Jean-Louis va peut-être vous donner quelques explications. Merci. Lucas, merci à tous d'être venus. Merci, professeur. Le conseil a été très complet. Vous avez ici l'affiche, un QR code. Vous pouvez aller sur le site de l'Institut du Cerveau. Je vous recommande d'aller sur ce site tous les jours. C'est bon pour la santé. Je vous recommande de participer à ce challenge connecté. Vous aurez tous les détails. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez participer. Pour terminer, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, Anaïs, Thomas, Cécile, Gérard, Cyril et Mathias pour leur intervention et on peut les applaudir. Merci à nouveau au groupe Pasteur Mutualité. Merci aussi à l'équipe de la communication de l'Institut du Cerveau qui a préparé cette table ronde. Je salue particulièrement Marion, Astrid, Cécile, Isabelle, Alban qui sont présents ici ce soir. Merci pour votre travail. Et puis je voudrais bien évidemment vous remercier, vous dire que le replay de cette soirée sera en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut du Cerveau dans quelques jours. Et puis enfin dans Open Brain Bar, il y a bar. Et donc nous passons à la partie bar maintenant avec un cocktail qui vous attend au niveau de la réception au -1. Merci à vous.